Madame, Messieurs, bonsoir. Dans l'actualité ce vendredi, éliminatoire CAN 2019, les Lions éteignent les flammes du Malawi. Le Cameroun s'est imposé 1-0 cet après-midi au stade Omnisport de Yaoundé. But du capitaine du jour, Eric Maxime Choupo-Moting. Le 20h30 s'ouvre balle au pied au stade Omnisport. International, l'Afrique, berceau de la francophonie, la Rwandaise Louise Mouchiki Wabo, 57 ans, élue secrétaire générale de l'OIF au sommet de Yerevan en Arménie. Sa priorité, la jeunesse francophone. Portrait dans ce journal avec Séverin Legambélé. Et puis en éducation, paiement en ligne des frais de scolarité, la connexion est bonne entre parents et administration scolaire. Un mois et demi après la reprise des classes, le 20h30 évalue cette innovation de la rentrée 2018. Voilà pour les titres. Commençons par le sport. Les Lions indomptables sont venus à bout des flemmes du Malawi sur un score d'1-0 ce vendredi à Yaoundé. Le match qui scelle la réconciliation de l'équipe nationale de football avec le public camerounais. Temps fort et première leçon de la rencontre, Luc Perewandji. C'est par un exploit individuel que le Cameroun est venu à bout du Malawi. Les 45 premières minutes et que de pétards mouillés dans la défense des visiteurs. Les Lions indomptables multiplient les assauts dès l'entame du match sans jamais porter le coup fatal. Il faut alors attendre la 62e minute pour voir Choupo-Moting d'une frappe nourrie violer les filets malawites et enflammer le stade Amadou Ahidjo de Yaoundé. Eric Maxime Choupo-Moting, très belle frappe et c'est ce que les Camerounais attendaient ici au stade Amadou Ahidjo Belel-Mourangana. Ce but qui va donc permettre à tout le public camerounais qui s'est donné rendez-vous ici au stade Amadou Ahidjo d'apprécier une fois de plus le jeu des Lions, Clarence Seedorf et son encadrement technique. L'équipe de Clarence Seedorf a souvent joué de malchance. Il a manqué aux Lions indomptables, la baraka des grands jours, face à une équipe malawite qui avait pourtant de la flemme. L'adversaire était à la portée des Lions. Ils se sont contentés du service minimum. 1-0, avec cependant les promesses d'une cohésion en voie d'être retrouvée. Quelques pépites révélées, à l'instar de Koundé Malon, et le bonus d'une réconciliation actée avec le public camerounais. Place à présent à quelques réactions des acteurs captés à la conférence de presse d'après-match. Le coach Clarence Seedorf a exprimé sa satisfaction. Idem pour l'entraîneur du camp adverse qui est admiratif du jeu des Lions indomptables. Je vous propose d'écouter Eric Maxime Choupo-Moting, capitaine des Lions indomptables, et le coach du Malawi, Ron Van, interrogé par Jean Syriac, BC. Le but, oui, je suis très content et ça c'est, je pense que j'ai la qualité de faire de temps en temps la différence et on attend ça de moi aussi. Et je suis très content qu'aujourd'hui ça a marché. Mais c'était un travail de nous tous. Jacques Zoé m'a donné un bon passe, j'ai fait un bon appel et après, heureusement j'ai bien frappé. Mais comme le coach a dit aussi, je pense qu'en total on a fait un bon match, on avait assez des occasions. Et ça, c'est le plus important. Et moi, je vais juste continuer à donner tout, à aider l'équipe, à montrer mes qualités. Et après, on verra. Je suis très content de la prestation de notre équipe. C'est une action individuelle avec le meilleur joueur à la terrain, le numéro 13, le capitaine, qui décide le match. C'est aussi une motivation à jouer contre un grand pays en foot d'Afrique. Jouer un match comme nous, très organisé, avec beaucoup de jeunes joueurs qui ont l'expérience ici maintenant. Et j'espère que c'est une welcome très chaud à mardi l'après-midi à Blantyre, à la Kamuzu Stadium en Malawi. Il aurait vécu cette rencontre avec un intérêt certain. Maad Aher, l'ancien président de l'Africa Foot, est malheureusement décédé le 5 octobre dernier. La communauté musulmane et les proches du défunt lui ont rendu un hommage religieux ce jour à son domicile à Yaoundé. Esther Ayimboko. Des hommages rendus dans la pure tradition islamique. Maad Aher a été un fidèle exemplaire au sein de la communauté musulmane. L'ancien président de la FECAFOOT, aujourd'hui dans l'au-delà,
a servi la direction du football camerounais avec charisme. On a vécu ensemble une histoire qui a fait l'histoire du football au Cameroun. C'était quelqu'un de très réservé, de très réfléchi. Quand on avait des difficultés, généralement on se retournait vers lui, on attendait qu'il dise quelque chose et il arrivait à nous sortir des difficultés. La famille éplorée n'a que les larmes aux yeux pour avoir perdu un père, un frère, un mari. Ali Kirna garde de lui le souvenir d'un sportif né, d'un chasseur aguerri. Monsieur Mahadaher est sorti du sang d'un sportif de renom au temps ancien. Et il m'entraînait donc derrière lui pour courir derrière les singes. Et on dépassait de course les singes qui se réfugiaient donc dans les buissons et on les prenait de cette manière. Un papa attentionné, prêt à tout pour l'avenir de ses enfants. Tout ce que ces derniers lui offrent, pour l'heure, ce sont des prières. Il voulait absolument qu'on réussisse, quels que soient les moyens, il mettait tout à notre disposition. Et il aidait tout le monde. Et la preuve, tout le monde est là pour lui dire un dernier au revoir. La peine est intense. On essaie de faire le maximum, mais la peine est là. C'est pas facile. Le passage de Mahadaher à la tête de la FECAFOOT sonne comme un code de discipline. Brillant et sévère, il a fait travailler la maison du football camerounais. Sous son administration, il n'y avait pas beaucoup de vagues. Un type d'abord brillant, qui avait beaucoup de connaissances que Dieu lui a permis d'avoir et qui ne connaissait aucune vanité. Athlète pluridisciplinaire, Mahadaher a aussi été un fin nageur. Le tout premier maître nageur noir en Europe. Il nage désormais dans l'éternité. Victoire de l'Afrique qui est aux commandes de l'Organisation internationale de la francophonie. Louise Mushiki-Wabo du Rwanda a été élue ce jour secrétaire général à l'issue du 7e sommet de l'OIF à Yerevan en Arménie. Aussitôt après son élection, elle a indiqué que la jeunesse sera au centre de son action. C'est vrai, les Gambélé. Une femme de caractère quitte la tête du secrétariat général de l'OIF, une autre fait son entrée. Il s'agit de Louise Mushiki-Wabo, 57 ans, diplomate, fil conducteur de la politique extérieure du Rwanda depuis 19 ans, sous le système du président Paul Kagame. Après Michael Jean, diplomate canadienne d'origine haïtienne, elle est la deuxième femme à occuper ce poste. Née d'une famille modeste, Louise Mushiki-Wabo obtient son baccalauréat et devient professeur d'anglais. En 1986, elle bénéficie d'une bourse aux États-Unis, ce qui lui permet de faire des études en entrepreneuriat. Pour elle, c'est en fait une sorte d'exil qui lui donne la possibilité d'avoir la vie sauve. En effet, Louise Mushiki-Wabo a connu les persécutions à l'égard des Tutsis. On se rappelle que pendant le génocide rwandais en 1994, les membres de sa famille ont très peu échappé à l'extrémisme Hutu. Son frère, grande figure de l'opposition libérale, fut d'ailleurs l'une des premières victimes de ce génocide. En 2008, Louise Mushiki-Wabo revient au pays après un bref passage en Tunisie comme directrice de la communication de la Banque africaine de développement. Elle intègre par la suite le gouvernement rwandais comme ministre de la communication, ensuite comme ministre des Affaires étrangères. Sans jamais été membre du Front patriotique rwandais, le parti régnant, elle serait l'une des rares personnalités à bénéficier de la confiance totale du président Paul Kagame. En politique intérieure, Elections Cameroun tire les premières leçons du scrutin présidentiel du 7 octobre dernier. Le Conseil électoral s'est réuni en session de plein droit ce vendredi à Yaoundé. Les travaux conduits par le président de l'instance, Eno Abrams-Egbe, ont également fait des projections sur l'organisation des élections législatives et municipales. C'est vrai, les Gambélé. La 7e session de plein droit du Conseil électoral a eu deux articulations principales. L'audition de rapport des visites de terrain effectuées du 4 au 10 octobre dernier par les membres du Conseil et le bilan partiel des opérations de vote telles qu'elles se sont déroulées dimanche dernier. Une évaluation du directeur général des élections correspondant à ce qui avait déjà été dit à la clôture du scrutin. En somme, de bons points distribués aux acteurs du processus électoral malgré quelques incidents de parcours. C'est grâce aux efforts conjugués de tous les acteurs du processus électoral qu'on aura atteint l'objectif de renforcer la démocratie et la stabilité de notre pays. À ce titre,
Je félicite les électrices et les électeurs camerounais de tous bords qui, faisant montre d'une grande maturité et en dépit des conditions parfois difficiles, ont tenu à se rendre effectivement aux urnes dans la sérénité et la paix. Les forces de l'ordre auront été présentes, discrètes et efficientes avant, pendant et après le scrutin. Il est tout aussi important de relever pour s'en féliciter la hargne, la mobilisation et le sens élevé de responsabilité qu'ont dans l'ensemble démontré les candidats tout au long de la campagne électorale. En cette période d'attente des résultats du scrutin présidentiel, le Conseil électoral joue un rôle important. On sait par exemple qu'il transmet les procès-verbaux des élections au Conseil constitutionnel et aux instances prévues par la loi. Le contentieux post-électoral est rendu à la phase de préparation des mémoires de défense par les partis mis en cause. C'est le préalable aux audiences publiques qui seront consacrées aux plaidoiries. Faisons le point avec Thérèse Yolande Dima. C'est une autre étape qui a pris le relais au Conseil constitutionnel après celle relative au bouclage de l'opération d'enregistrement des recours. Il s'agit de la préparation par les partis mis en cause de leur mémoire en réponse. Ceux qui veulent contester l'élection disposent d'un délai de 72 heures pour déposer, n'est-ce pas, leur recours à compter de la clôture, n'est-ce pas, du scrutin. Le Conseil constitutionnel dispose de 24 heures pour non seulement afficher les 10 recours, généralement ce sont des requêtes, et d'autre part de notifier aux parties intéressées les recours qui ont été déposés. Et ceux qui sont intéressés, ces parties qui reçoivent notification, ont l'obligation dans un délai de 48 heures pour pouvoir déposer leur mémoire en réponse. Les principaux accusés, à savoir Elections Cameroun et le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, sont déjà à pied d'œuvre pour apprêter leurs arguments de défense. Nous étudions d'abord le dossier de nos adversaires, nous voyons ce qu'ils ont demandé et après nous faisons des recherches pour voir s'ils ont raison ou s'ils n'ont pas raison. Et après, nous préparons les mémoires en défense. L'équipe qui défend le président de la République est constituée d'à peu près 12 avocats. Donc je suis le chef de file. On nous a notifié avec les recours là, nous avons 48 heures à faire notre mémoire en réponse. On va déposer au Conseil constitutionnel en attendant le jour d'audience. La suite du processus prévoit, après examen de requêtes par les membres de la haute juridiction, la tenue des audiences publiques consacrées aux plaidoiries. C'est après cette phase que la haute juridiction va se charger de proclamer les résultats de l'élection. Et selon l'article 50 de la Constitution camerounaise, les décisions rendues par le Conseil constitutionnel sont définitives et donc sans appel. Plus que 48 heures à la Commission nationale de recensement général des votes pour remettre sa copie au Conseil constitutionnel pour aller plus vite dans l'exploitation des procès-verbaux venant des 10 régions et de l'étranger. Le travail a été réparti entre plusieurs sous-commissions. Le président de la Commission nationale, Émile Essombe, fait le point des activités dans cet extrait sélectionné par William Badi. Nous avons considérablement avancé. Nous avons dû éclater la commission en sous-commission pour pouvoir aller plus vite. Et à ce jour, je pense que nous sommes pratiquement en train d'épuiser les procès-verbaux qui sont arrivés déjà au niveau de la commission. Les seuls procès-verbaux que nous attendons encore sont le Fundi, le Vouri et la Magno. Tous les autres sont déjà là. Et au niveau de la diaspora, nous avons déjà la grande majorité des procès-verbaux qui ont été également déjà étudiés. Il nous reste les États-Unis, l'Allemagne, la Chine, le Japon, le Royaume-Uni et quelques-uns encore. Mais pour l'essentiel, je crois que nous sommes en très bonne voie. Si nous ne pourrons pas terminer aujourd'hui, et si les procès-verbaux nous parviennent, nous terminerons demain, c'est sûr. Nous nous apprêtons à transmettre le procès-verbal au Conseil constitutionnel lundi. Et en rapport avec cette présidentielle 2018, les chefs traditionnels de la région du Sud plaident pour la paix, le vivre ensemble et l'unité nationale. Ils l'ont fait savoir ce vendredi à Ibolova. Les gardiens de la tradition réunis autour du président du Conseil régional des chefs traditionnels du Sud
invite les candidats à l'élection présidentielle à attendre sereinement que la Cour constitutionnelle rende son verdict. Cyril Kemenyé, CRTV Sud. Ils incarnent nos traditions dont ils sont aussi les garants et les gardiens. Au lendemain de la présidentielle 2018, les chefs traditionnels du Sud se sentent plus que jamais investis d'une mission régalienne et sacerdotale. Veiller au bien-être des Camerounais au moment où certains ennemis de la paix agitent le spectre de la division. Certains ennemis de notre pays veulent déstabiliser le Cameroun. Et nous, en tant qu'autorité traditionnelle, nous voulons dire non. Les chefs du Sud harmonisent leurs vues et en appellent à la sérénité des 9 candidats à la présidentielle dernière. Nous venons de participer à une élection présidentielle. Nous y avons tous participé. Maintenant, nous avons des textes, nous avons des lois et notre loi prévoit que la Cour constitutionnelle doit proclamer les résultats. Ces hommes et femmes dotés d'un pouvoir ancestral veulent exorciser les démons de la séparation. C'est une initiative louable. Il est temps que les chefs traditionnels frappent du poing sur la table. Pour ces éléphants de la tradition dans la région du Sud, attiser la haine est synonyme de prêcher l'eau et le feu ou de tuer la poule pour avoir l'œuf. Le discours n'est pas différent, celui des communautés Bassampo Bati lance un appel à la paix. Ils disent non aux violences et à la manipulation. Elles l'ont exprimé dans une déclaration signée ce jour à Douala, dans la région du littoral, où nous retrouvons justement Edouard Penda. Les communautés Bassampo Bati lancent un pressant appel à toutes les communautés humaines du Cameroun pénétrer du sens nationaliste et patriotique pour la sauvegarde de la paix. Conclusion à cette déclaration, c'est que nous sommes soutenus par nos élites et nous sommes encadrés par notre leader, le ministre des Transports. Nous sommes contents et nous ne le décevons pas. Les chefs traditionnels, les élites Bassampo Bati, d'une même voix, ont dit non aux violences et à la manipulation. Aujourd'hui, nous disons que tout n'est jamais parfait, mais nous pensons que c'est un processus et nous avançons vers le réalisme. Après avoir signé la déclaration, l'ensemble des chefs traditionnels Bassampo Bati du littoral garde un esprit patriotique. La déclaration que nous signons aujourd'hui n'est pas une déclaration de guerre contre un groupe précis. C'est un avertissement et un conseil donné à tout le monde, y compris à nous-mêmes, pour que personne ne vienne troubler l'ordre public et porter atteinte à la République. L'amour pour sa patrie est le but de la vie et l'unité. Message contenu dans la déclaration du 12 octobre 2018 de la communauté Bassampo Bati de la région du littoral. La Confédération syndicale des travailleurs est également montée au créneau pour inviter l'ensemble des Camerounais à la paix, vecteur de développement. Dans un communiqué signé du premier vice-président Boniface Natodjom Téné, l'organisation appelle les acteurs de la classe politique à faire preuve de patriotisme et à respecter les lois et règlements de la République. Nous poursuivons ce journal avec le point sur le paiement en ligne des frais de scolarité. Innovation de la rentrée scolaire 2018-2019. Les parents d'élèves et chefs d'établissement trouvent un bon côté à l'opération malgré quelques obstacles. Suivons l'enquête de Gisèle Onguéné. Le paiement par voie numérique des frais exigibles et d'examen dans les lycées, une nouvelle formule instruite puis instaurée cette année scolaire 2018-2019 au Cameroun par le gouvernement, semble prendre comme de la mayonnaise. L'intégration de la plateforme commune aux 4 opérateurs qui permet de visualiser en temps réel toutes les opérations est en cours. Ces opérateurs ont déjà fait parvenir au MINESEC les états des fonds collectés et versés au trésor public. Quelques petites lenteurs à résoudre et tout ira comme sur des roulettes.
il faut en même temps gérer les modalités de paiement des frais d'examen conformément aux exigences des structures en charge d'examen. Le ministre des Finances a sorti une lettre pour demander que la gestion des timbres se fasse comme par le passé. Par ailleurs, si certains parents se plaignent de l'instabilité de la connexion Internet lors des transactions, les proviseurs, eux, ont très peu à signaler. Tous les parents adhèrent. Il n'y a pas d'hésitation. L'engorgement qui était souvent observé a disparu et le système est plutôt fluide. Encore 7 mois est long pour adresser un véritable bilan pour cette première expérience. Prenons des nouvelles de la rentrée académique à l'université de Douala. Les cours ont officiellement repris et l'on note une présence effective des étudiants au campus principal de l'ESSEC. Mais les préinscriptions se poursuivent pour les nouveaux venus. Température au campus de l'ESSEC dans ce reportage de Napoléon Bonaparte-Besson. À l'université de Douala ce jeudi, le climat est d'une part en mode préinscription. Et face au taux élevé des demandeurs, un service adéquat mobilisé pour répondre à tout besoin. Beaucoup de parents ont peut-être voulu attendre les élections présidentielles avant de faire venir leurs enfants, raison pour laquelle on voit assez de personnes. Dans cet établissement, l'effectif déjà estimé à plus de 1500 étudiants promet d'être plus considérable que les 2300 apprenants de l'année dernière. Nous sommes là pour les accueillir. Et lors de la rencontre avec eux, ils seront renseignés sur le fonctionnement de la faculté des lettres et sciences humaines. À la faculté des sciences juridiques d'autre part, l'heure est aux premiers enseignements, tous niveaux confondus. Les cours ont véritablement débuté. Déjà le niveau 1 de la faculté des sciences juridiques et politiques a commencé cours hier. Pour les niveaux supérieurs tels que le master et troisième année, ils ont commencé cours lundi. Quels qu'en soient les derniers réglages, dès la semaine prochaine, le train de l'effectivité fera carton plein. L'activité des artisans de l'extrême nord a de beaux jours en vue. Le gouvernement vient de débloquer 113 millions de francs CFA pour la construction d'un centre artisanal à Maroua. Les artisans s'y voient déjà et évaluent même à la hausse leur chiffre d'affaires. Retrouvons à Maroua pour les détails Malmoussa Le Doublez. C'est la réponse du gouvernement aux préoccupations des artisans de Maroua qui peinent à relancer leurs activités depuis l'incendie du 26 février 2015 qui a consumé le centre artisanal. Depuis 3 ans, nous sommes en galère et maintenant on voit l'immeuble en train de sortir de terre. Nous saurons comment leur dire merci. Avec ça, peut-être nous allons relancer notre activité et le tourisme va prendre son envol. C'est ce que nous on attend. Ici sur le chantier, des gros bras creusent, chargent et déchargent. Les travaux avancent à un rythme satisfaisant. Le bâtiment attendu est une architecture moderne. Nous construisons un bâtiment de R+1. Maintenant, on a opté pour le plan libre pour permettre l'aération à l'intérieur. Parce que s'il y avait des subdivisions en mur, et compte tenu du nombre de personnes qui vont se retrouver au même moment à l'intérieur du bâtiment, il risque de faire très chaud et les gens ne vont pas supporter la chaleur. Avec le plan libre, ça permet une aération naturelle du bâtiment. Le centre artisanal est de loin le site le plus connu et le plus visité de Maroua. Les touristes nationaux et internationaux tombent toujours sous son charme et repartent les bras chargés d'objets artisanaux. L'artisanat embellit les villes tout comme la propreté. La ville de Ngaoundéré fait sa toilette. Le chef-lieu de la Damawa a lancé une opération ville propre. Des jeunes parcourent la ville, brouettes, machettes et balais en main. Le gouverneur de la région est descendu sur le terrain pour évaluer l'opération. Rigobert Chimiso, Dessert TV à Damawa. Une ville de Ngaoundéré des plus salubres. L'administration de la région s'y attelle. Sa plus haute autorité touche du doigt les résultats en cours des efforts fournis sur le terrain. Ngaoundéré 1er, 2e et 3e, rien n'échappe à la cure qui s'impose pour rendre propre la capitale régionale de la Damawa. L'opération Ngaoundéré Ville propre porte déjà ses fruits. Nous venons une fois de plus nous féliciter de ce geste-là parce que ça a des effets induits importants. Les jeunes qui sont recrutés aujourd'hui auront en bout de piste l'argent, vont sûrement payer leur scolarité parce qu'on m'a dit que c'est les universitaires qui sont parmi ces enfants. Et il y a ceux qui sont aussi dans nos quartiers et qui ont donc la chance de pouvoir gagner quelque chose au cours de ces opérations. Ainsi, tout ceci traduit la volonté des pouvoirs publics.
celle de se défaire des goulots d'étranglement qui freinaient jusque-là toutes les politiques mises en place pour rendre la plus salubre possible la ville de Ngaoundéré et par extension la région de la Damawa. Hier était journée mondiale de la vue. Parmi les maladies qui altèrent la vue, figure en bonne place l'onchocercose qui est enracinée dans la région du centre. Les causes de la pathologie et les moyens de prévention et de lutte dans ce reportage de Joséphine Eneke des CRTV Centre. Dans la région du centre, notamment dans les localités situées aux abords des fleuves, les populations qui y résident sont exposées à la cécité des rivières ou onchocercose, une affection qui, en plus d'une détérioration de la peau, dégrade considérablement la vue. Alors, il faut savoir que l'onchocercose, déjà, c'est une maladie qu'on attrape beaucoup plus dans les rivières actives et elle est due à la transmission dans le sang de microfilaires par des mouches noires. La conséquence principale, c'est la cécité. En dehors de la cécité, il y a qu'on a des démangeaisons et avec le temps, on a la peau qui se défigure et donc on parle de peau de panthère. Lorsque la microfilaire s'installe dans le sang, elle peut se placer en dessous de la peau et faire ce qu'on appelle un nodule. Le traitement approprié selon les experts reste et demeure la prise du médecin auquel est associée une lutte antivectorielle poussée. Initialement, on avait comme traitement la diéthylcarbamazine qui avait des effets secondaires. On a remplacé la diéthylcarbamazine par le mectisant. C'est le médicament qui est jusqu'aujourd'hui utilisé. Le mectisant, en fait, il se prend en fonction de la taille. Et suivant votre taille, vous aurez droit à 1, 2, 3 ou 4 comprimés. La prise en charge, qui est essentiellement communautaire, recense 1 millier de personnes cette année selon les responsables du programme, qui développe en ce moment un plan stratégique qui va définir des actions pour l'éradication de la maladie. Cette journée a été célébrée sous le thème « L'accessibilité des soins oculaires à tous » à Garoua, dans la région du Nord, où le mal des yeux sévit. Beaucoup ont profité des consultations gratuites offertes à l'hôpital régional de la ville. En temps normal, 40 patients en moyenne sont reçus quotidiennement au service d'ophtalmologie. Des précisions avec Magloire Bidzévé, des CRTV Nord. Service d'ophtalmologie de l'hôpital régional de Garoua. Les déficients visuels dans cette partie du pays sont consultés gratuitement et sont pris en charge en cette 9e édition de la Journée mondiale de la vue. Nous avons commencé des consultations d'ophtalmologie gratuites sous l'instruction de notre direction générale de l'hôpital. Ces consultations auront lieu aujourd'hui et demain. Cette journée qui se célèbre depuis le début de cette semaine par nos différents passages radio de sensibilisation des patients sur les pathologies cécitantes, sur les pathologies fréquentes et même sur des stratégies de prévention comme c'est le cas pour le trachome. Des consultations menées qui visent à rendre plus accessibles les soins oculaires aux patients. Je suis victime de cela, je suis là pour la guérison, pour être consulté. Mes yeux, ça me démange, ça fait comme s'il y a un peu le sable. Des activités qui meublent toute une semaine de campagne de sensibilisation des populations sur la santé de la vue, afin de réduire le nombre de personnes atteintes de la myopie, de la cataracte et du glaucome. Si vous habitez Yaoundé ou les environs, voici un espace de plus pour vos courses. Le centre commercial Orca du quartier Fandena vient d'ouvrir ses portes en face du stade Omnisport. La cérémonie solennelle d'inauguration était présidée par le ministre du Commerce, Luc Magloire Mbargatangana. Retrouvons parmi les toutes premières clientes Joséphine Eneke des CRTV Centre. Bâti sur 20 000 mètres carrés, le nouveau centre commercial Orca Fandena, qui côtoie le stade Omnisport de Yaoundé, s'impose au regard. L'espace commercial plus ambitieux, dont le coût est évalué à 6 milliards de francs CFA, donne fière allure. Orca Fandena ouvre tout simplement une nouvelle page architecturale et commerciale à Yaoundé et partant au Cameroun. Nous avons établi ce nouveau projet pour agrandir un peu la surface de ce que nous avions avant à Mpombi. Cela va donner beaucoup plus de choix sur les meubles, sur les articles de maison, sur tout ce qu'il faut. Orca aujourd'hui, c'est un concept. Dès qu'on finit la construction de notre maison, nous pouvons meubler toute la maison de chez Orca. Une aubaine pour les consommateurs qui ont un éventail de choix devant l'ameublement avec des cuisines entièrement équipées, des chambres et salons complets.
le mobilier de bureau, l'électroménager, ainsi qu'une diversité et mixité de couleurs pour la décoration interne et externe. Bref, 85 000 références de produits répartis dans 11 rayons. Orca Fandena réunit les commodités pour simplifier la vie de ses clients. C'est le résultat d'une fructueuse collaboration entre Orca et ses partenaires. Avec 92 personnels, Orca Fandena est donc un atout économique et social indéniable. Ce projet aujourd'hui, il va contribuer, déjà on a augmenté le nombre d'emplois. En augmentant nos quantités, nous allons pouvoir faire des meilleurs prix à mon avis, parce que ça va contribuer à pouvoir multiplier l'offre. Il est très difficile aujourd'hui, si on n'est pas accompagné par le gouvernement, de pouvoir mettre au point un tel investissement. D'où l'onction du gouvernement pour cette initiative. Je vois surtout un grand symbole, un symbole de ce qui a été entrepris par le président de la République. Belle image d'un Cameroun qui avance résolument et qui attire les investisseurs étrangers, les investisseurs nationaux. Le centre commercial Orca Fandena vient s'ajouter à la chaîne des magasins Orca, 25 au total, disséminés dans 18 pays africains. En attendant le prochain Orca de Douala en 2020 sur 25 000 mètres carrés. Feuilletons à présent l'agenda culturel du week-end. Otto Marcelin et Angé Bogo-Emeran sont sur scène ce vendredi à l'Institut français de Yaoundé. Darius Dada, le réalisateur camerounais, vous invite au vernissage de son exposition. Les adeptes de danse, quant à eux, sont conviés à Yaoundé et Douala à la clôture du 11e festival Corps et Gestes. Laetitia Onana pour les détails. Otto Marcelin est en spectacle ce vendredi soir au Centre culturel camerounais ici à Yaoundé. L'artiste revisitera son répertoire et présentera au public son nouveau bébé. Toujours ce soir à Angola, faites un tour au cabaret Le Soixantenaire. La voix d'or Ange, Emeran et Bogo donnera le la d'une soirée 100% light. À l'Institut français de Yaoundé, Darius Dada vous convie au vernissage du village enchanté de Meuke. Le jeune réalisateur camerounais vous plongera dans une ambiance visuelle et sonore qui relate l'histoire de ce village miniature. Clap de fin ce dimanche à Yaoundé et Douala du 11e festival Corps et Gestes. Ne ratez surtout pas cette rencontre internationale, véritable contribution de l'art pour la paix et le vivre ensemble. Prenez du plaisir. Deux télégrammes officiels du chef de l'État avant de clore ce journal. D'abord, ce premier adressé à Sa Majesté Felipe VI, roi d'Espagne, à Madrid. Majesté, la commémoration de la fête nationale du Royaume d'Espagne le 12 octobre m'offre l'agréable occasion de vous adresser mes vives et chaleureuses félicitations. J'y associe mes souhaits de bonheur pour vous-même, votre illustre famille et le peuple espagnol. Je saisis cette circonstance solennelle pour me féliciter de nouveau de l'excellence des relations d'amitié et de coopération qui existent entre nos pays. Veuillez agréer, Majesté, les assurances renouvelées de ma très haute considération, signé Paul Biya. Ce télégramme du chef de l'État adressé à son Excellence Théodoro Obiang Nguema Mbazogo, président de la République de Guinée équatoriale à Malabo. Monsieur le Président et chers frères, j'ai le grand plaisir de vous adresser mes vives et chaleureuses félicitations à l'occasion de la célébration, le 12 octobre, du cinquantenaire de l'indépendance de la République de Guinée équatoriale. J'y joins mes vœux de paix et de prospérité pour le peuple équato-guinéen frère. Je me réjouis en cette solennelle circonstance de l'excellence des liens d'amitié et de coopération qui unissent si heureusement nos États et nos peuples. Soyez de nouveau assurés de ma volonté d'œuvrer toujours et davantage et en synergie avec mes pairs d'Afrique centrale à l'intégration de notre sous-région. Veuillez agréer, Monsieur le Président et chers frères, les assurances renouvelées de ma très haute considération, signé Paul Biya. Ce journal s'achève et je vous rappelle les principaux titres. Éliminatoires Cannes 2019. Les Lions éteignent les flammes du Malawi. Le Cameroun s'est imposé 1-0 cet après-midi
Au stade Omnisport de Yaoundé, le but marqué par le capitaine Choupo-Moting. Le 20h30 s'est ouvert, vous l'avez vu, par cette actualité. À l'international, l'Afrique berceau de la francophonie, la Rwandaise Louise Mushikiwabo, 57 ans, a été élue secrétaire générale de l'OIF au sommet de Yerevan en Arménie. Sa priorité, la jeunesse francophone. En éducation, paiement en ligne des frais de scolarité, la connexion est bonne entre parents et administration scolaire. Un mois et demi après la reprise des classes, le 20h30 a effectué une évaluation de cette innovation de la rentrée 2018. Merci d'avoir regardé ce journal qui s'achève. Nous nous retrouvons demain 20h30. Bonsoir et bonne suite des programmes sur la CRTV.